Merci Nathalie. Bonjour tout le monde, nous vous souhaitons la bienvenue à ce webinaire que nous organisons aujourd'hui avec comme invité le professeur Fatou Sow. Je me présente, je suis Maïmouna Ndoye, je travaille à Equipop et je suis basée au bureau de Dakar. Je travaille en tant que coordinatrice du projet Jeunes féministes en Afrique de l'Ouest. Nous avons aujourd'hui l'honneur et le plaisir d'accueillir à cette rencontre Dr Fatou Sow, qui est une sociologue sénégalaise titulaire d'un doctorat de 3e cycle en sociologie de l'Université Paris-Sorbonne et d'une habilitation à diriger des recherches en sociologie de l'Université Paris-Diderot. Dr Fatou Sow a mené une carrière de recherche au Centre national de la recherche scientifique en France, CNRS, en poste d'abord à l'IFAN, à l'Université Cheikh Anta Diop, puis au laboratoire CEDET de l'Université Denis Diderot. Donc, elle s'est progressivement spécialisée à partir des années 80 en études femmes et études genre dans les cultures africaines. Elle a été membre de plusieurs organisations scientifiques, culturelles, féministes, nationales, africaines et internationales, dont l'Association des chercheurs sénégalais, le Conseil pour le développement de la recherche en sciences sociales en Afrique, qui est le CODESRIA, le réseau de recherche sur la santé de la reproduction en Afrique francophone, et le réseau Down Development Alternatives with Women for a New, for a New Era. Alors, donc également le réseau Women Living Under Muslim Laws. Donc, parmi ces publications, donc là, il y en a beaucoup et j'en connais beaucoup d'autres, mais je vais peut-être juste vous en citer 3. Un livre pionnier, Sexe, genre et société, qu'elle a co-publié avec Amina Mama. Il y a également le sexe de la mondialisation, genre, classe, race et nouvelle division du travail, co-publié avec Jules Falquet, Elena Hirata notamment. Et je citerai, last but not least, Genre et fondamentalisme, qui a été publié avec le CODESRIA en 2018. Alors, professeur, je crois que je suis encore à 30 secondes, donc je vais prendre juste encore 30 secondes. Donc, c'est vrai que dans le cadre de ce rôle de modération que j'ai l'honneur d'assurer, je ne suis pas en principe censée parler de moi, mais vous me permettrez juste en une phrase de dire ce que le professeur Fatou Sow a apporté à mon parcours scientifique et professionnel. Je dois dire que sa production scientifique et les multiples occasions que j'ai eues de la côtoyer m'ont permis de me démarquer une bonne fois pour toutes de cet écartèlement que la plupart en tout cas beaucoup de femmes africaines chercheurs rencontrent lorsqu'elles s'engagent à déconstruire les normes inégalitaires et la façon dont ces normes s'impriment de façon douloureuse sur le corps des femmes. Et donc, elle m'a vraiment permis, beaucoup aidé en tout cas, à rester sourde à la critique fondamentaliste et culpabilisante. Et donc, vous le sentez certainement devant le professeur Fatou Sow, je me complais dans une posture de toute jeune étudiante qui est éblouie par tant de profondeur et d'élégance dans la pensée, tant d'ouverture d'esprit, tant de charisme. Et donc, merci beaucoup de m'accorder encore cette posture-là chaque fois que je vous rencontre avec autant de spontanéité et d'ouverture. Et pour revenir à ce moment-là que nous allons partager ensemble, je voudrais juste souligner un point intéressant dans cette rencontre qui est la dimension transnationale. Nous sommes suivis à travers le monde, nous avons des participants de toute l'Afrique, nous avons des participants d'Europe également. Et donc, moi qui normalement vis à Dakar, je vous parle depuis Lomé où je suis en mission. Ma collègue Priscille Bansé, qui est au Burkina Faso, au bureau de Ouaga, travaille de manière active dans l'organisation des échanges. Et j'ai des collègues en mission qui actuellement sont entre deux aéroports en transit et qui peut-être sont dans un coin de salle d'embarquement, prêtes à, en tout cas très enthousiastes à vous écouter. Et donc, sans plus tarder, je vais vous passer la parole afin que nous puissions profiter de ces réflexions, de vos réflexions autour de la question de savoir à qui appartient le corps des femmes. Donc, nous avons prévu 30 minutes pour votre intervention et après, nous pourrons avoir 15 minutes d'échange avec le public que nous pourrons allonger encore peut-être de 15 minutes si vous êtes d'accord. Merci. Merci beaucoup, Maïmouna. Merci infiniment à Equipop
pour cette invitation. J'en suis très honorée et j'ai un immense plaisir à converser avec vous sur cette question. C'est une question qui me tient à cœur, à savoir à qui appartient le corps des femmes. La première question peut-être c'est, au fond, pourquoi et comment se poser cette question que je me suis posée très souvent de manière multiple durant toute ma carrière comme chercheur en sociologie et comme activiste des droits des femmes. D'abord, mes travaux académiques m'ont progressivement amené à me concentrer sur les études des femmes. Il est vrai que j'ai commencé à une période assez lointaine pour la majorité des gens qui m'écoutent, où la question des femmes n'était pas une question ni scientifique ni politique, elle était juste une question de société globale, d'ethnologie, d'anthropologie et plus tard de sociologie. Et la question des femmes en tant que telle n'existait pas dans les curricula académiques sénégalais et assez peu d'ailleurs dans l'université francophone, aussi bien en France que dans d'autres universités en Afrique, et où les progrès ont été vraiment comptés. Et puis progressivement, avec la question montant, mais je ne ferai pas l'histoire d'en monter de cette question, je pense que moi-même, j'ai été amenée à travers mes activités, à travers mes contacts avec d'autres groupes, à rechercher la question, notamment avec un réseau de recherche en santé de la reproduction en Afrique francophone, initié depuis Dakar et qui regroupait des médecins et des spécialistes en sciences sociales. Ce réseau a produit une adaptation africaine de Our Bodies Ourselves du collectif de Boston, paru en 1981. Notre ouvrage, nous, est paru en 2005 sous le titre Notre corps, notre santé, santé et sexualité des femmes en Afrique subsaharienne, coédité avec Côte de Bob, une journaliste sénégalaise. Ce qui est très important, c'est que cet ouvrage, qui a été rédigé par un collectif, il a eu l'avantage de faire débattre ensemble quelques générations africaines de médecins et de spécialistes en sciences sociales sur ces questions. Et puis, j'ai été membre, puis directrice de 2008 à 2018 d'un réseau de recherche et de plaidoyer, un réseau international appelé Women Living Under Muslim Law, ça veut dire femmes vivant sous loi musulmane, qui est un réseau international de recherche et de plaidoyer autour de l'impact des lois musulmanes, dites charia, sur les femmes, dont le corps est au cœur de sérieuses controverses socioculturelles et linguistiques. Puis après, au Codestria, cet ancrage institutionnel m'a permis de suivre une unité féminine de sciences sociales avec des Africaines et avec des collègues. Et c'est dans le cadre de du Codestria que quelques chercheuses ont institué ce programme qu'on a appelé Institut sur le genre, qui fonctionne depuis 1994 et continue de fonctionner. J'ai dirigé quelques-uns de ces instituts, dont un sur genre et fondamentalisme, dont les travaux ont abouti à la publication d'un ouvrage collectif sur les fondamentalismes culturels et religieux qui traversent les sociétés africaines contemporaines. Enfin, DAWN, et je tiens à citer cette organisation parce qu'elle coordonne les perspectives de féministes venant d'Asie, d'Afrique, d'Océanie, d'Amérique latine et des Caraïbes sur des alternatives de développement autour des femmes. Plusieurs ouvrages ont été publiés sur la position économique et sociale des femmes dans leur contexte national, régional et mondialisé. Mais surtout, ce groupe a contribué à soulever des thématiques de la santé, de la sexualité et de la reproduction comme question politique. Comme elles le disent, reclaiming our bodies. Et enfin, la phase parisienne de ma carrière au CNRS, à Paris 7, a bien sûr renforcé mes connaissances, méthodologies et favorisé ma participation à de nombreux enseignements et débats, notamment au CEDREF, l'Université Paris Diderot, qui est un centre d'études féministes. Mais cette question, à qui appartient le corps des femmes, je me la suis aussi posée, et beaucoup, à partir de mes expériences personnelles de femmes africaines, nées
élevés, vivant et travaillant en Afrique. Il s'agit pas de savoir si cette question fait sens, car pour moi, elle a évidemment du sens. Mes préoccupations multiples ont porté sur les contextes, les histoires et les valeurs qui font du corps féminin un objet d'appropriation à partir de plusieurs sources, lieux et facteurs. Alors mes remarques, qui vont porter sur les droits sexuels et reproductifs des femmes, se feront bien sûr dans une perspective féministe dont la dimension critique et transversale est capitale dans mes réflexions. Je sais bien que la question féministe, qui s'exprime à travers mes identités africaines et noires, effraie de plus en plus de monde dans nos contextes contemporains. Elle crée comme une panique morale. Dans les Amériques, l'approche intersectionnelle du féminisme est perçue comme politiquement dangereuse, car elle appuierait sur la fracture raciale. L'intersectionnalité a été bien entendu un produit de la critique féministe des Africaines-Américaines, du Black Feminism. Mais cette approche intersectionnelle est bien sûr jugée comme dangereuse, comme si cette fracture raciale n'était pas là. En France, où j'ai vécu une dizaine d'années, comme chercheur à l'Université Paris Diderot, je pense qu'aujourd'hui, pour la France, cette approche intersectionnelle relèverait d'un débat américain importé et tout aussi dangereux, car elle ne rendrait pas compte des réalités sociales complexes qu'aujourd'hui, les questions de l'assimilation et de l'intégration au modèle français antagonisent. Le racisme n'existerait pas. Mais cette question n'est pas la même, elle est pour les réflexions qui sont suscitées en France. Et dans les pays ouest africains, dont le Sénégal, comme ailleurs dans le reste de l'Afrique, le féminisme tout court serait l'importation d'une idéologie occidentale et serait source d'extraversion et de danger, car les questions que soulève le féminisme ne concerneraient pas les cultures et les identités africaines. Vaste question. Alors, je voudrais commencer par dire que cette question, à qui appartient le corps des femmes, la sexualité et la fécondité sont à la base de ce questionnement. L'intérêt de la définition que donne Sylvia Tamale, une juriste ougandaise de Makerere University à Kampala et auteure d'un très brillant ouvrage, Decolonization and Afrofeminism, publié en 2020, cette définition donne de la sexualité et qu'elle donne de la sexualité met en exergue les domaines auxquels celle-ci se réfère. La sexualité, je cite, est intimement liée à la pratique, à pratiquement chaque aspect de notre vie, au plaisir, au pouvoir, à la politique et à la procréation, mais aussi à la maladie, à la violence, à la guerre, à la langue, aux rôles sociaux, à la religion, à la parenté, à l'identité, à la créativité. La liste est sans fin. Or, tous ces aspects que cite Sylvia Tamale se recoupent et établissent à travers notamment la socialisation des cadres normatifs auxquels l'on se réfère. Ces cadres fournissent des ressorts de contrôle des femmes, de leur sexualité et de leur fécondité à travers des règles culturelles et religieuses que le politique généralement entérine. La sexualité est évidemment le lieu où se jouent les rapports hommes-femmes et où peuvent s'inscrire la force ou la subordination des femmes. On peut quand même accepter, sans avoir besoin de le citer, mais je le fais quand même, le célèbre « On ne naît pas femme, on le devient » de Simone de Beauvoir. On peut accepter que les statuts et les rapports sont socialement construits, une bien belle expression débattue en ce moment en France, construits par la culture, le sacré et le politique. Leur implication dans ces rapports suscite des débats toujours contradictoires en Afrique, entre les hommes et les femmes, et entre les femmes elles-mêmes. L'approche du corps des femmes, de leur santé sexuelle et reproductive, est encore trop souvent perçue comme une remise en question de valeurs jugées fondamentales, propres aux cultures, et je dis africanité,
et aux symboles d'identité entérinés par le religieux et le politique. Les représentations du féminin dans les cultures africaines précoloniales est un premier point que nous devons aborder. Dans ces représentations, le matriarcat, le lignage, la maternité sont des valeurs symboliques fortes qui nourrissent encore les consciences identitaires contemporaines. Héritées de l'Afrique coloniale, précoloniale, ces valeurs sont revendiquées par plusieurs sociétés et personnalités scientifiques comme part de l'histoire des femmes, une histoire qui atteste que le matriarcat est à la base des sociétés africaines et fait toute sa place à la femme, comme me dit Cheikh Anta Diop dans plusieurs de ses ouvrages publiés entre 1954 et 1959. Et dans un de mes premiers articles sur les femmes, je revenais le discours habituel autour de la femme comme mère jouant un rôle central dans la société. Dans cet article publié en 1968, je mettais en exergue les valeurs de socialité africaine sans les remettre en question, les opposant même au discours féministe occidental. Et puis, les leçons de ma vie personnelle et professionnelle ont fini par m'y contraindre. On retrouve cette attitude dans toute l'histoire du mouvement des femmes en Afrique. Comme le disait Maïmouna, on est féministe, on ne l'est pas, on est dans la maternité, on ne l'est pas. Et on a tout ce débat symbolique et idéologique autour des statuts des femmes qui, au fond, contient énormément de contradictions. Mais pourtant, part de la recherche africaine a continué à théoriser le matriarcat et la maternité comme source d'opposition sociale dominante pour les femmes. Je citerai juste une déclaration de Oyewumi Oyeronke, qui est une féministe, une sociologue nigériane, justement qui refuse le féminisme parce que c'est une création tout à fait occidentale. Et pour Oyeronke Oyewumi, et comme pour nombre d'autres africaines, comme Ife Amadioumé et d'autres que je n'ai pas le temps de citer ici, la maternité non seulement occupe une place importante dans les cultures et les sociétés africaines, parce que les mères symbolisent les liens familiaux, l'amour inconditionnel, la loyauté, la maternité, est invoqué même dans les situations extra-familiales. Donc, on a tout ce symbolisme que l'on est obligé d'analyser. Il est évident que l'on ne peut nier l'importance des lignées utérines dans la transmission des biens matériels, culturels et symboliques, dans la transmission du pouvoir politique. Ça, c'est indiscutable. Je donnerai l'exemple de mère de deux héros du récit national sénégalais, Sokhna Adama Aïssé Thiam, mère du fondateur de l'Empire Robé El Hadji Oumar Tall, 1785-1864, et Mame Diarra Bousso, mère du fondateur de la puissante confrérie des Mourides, Cheikh Ahmadou Bamba, 1853-1927. Et il est possible de dérouler une longue histoire de représentation féminine, les unes politiques, les autres religieuses, sur le socle de la maternité. Il est évident que les tâches reproductives des femmes sont indispensables à la société. Et je pourrais reprendre ce que disait Claude Meassou, c'est que ces tâches reproductives sont indispensables à la vie des communautés humaines et comptent dans l'économie capitaliste de l'époque et dans l'économie globale. Et ces tâches sont également importantes dans les relations de socialité comme la teranga. On voit au Sénégal. On voit l'importance des femmes dans les cérémonies importantes que sont le mariage, le baptême, les funérailles. Et plusieurs actes de socialité en ont le souci. De même, dans les religions pré-islamiques, les pratiques religieuses sont organisées en cultes séparés, les uns masculins, les autres féminins, là où l'islam et le christianisme ont fait des hommes des leaders des cultes religieux. Mais on ne peut pas ne pas constater que la position dominante des femmes dans la transmission du pouvoir ne les a pourtant pas autorisées à atteindre elles-mêmes le pouvoir suprême, ni même à s'en prévaloir lorsqu'elles n'appartenaient pas à ces rouages d'autorité. La position d'autorité est masculine, elle est affirmée. C'est le frère de la femme, c'est l'oncle maternel.
Et tous les titres royaux sont dans l'ensemble masculin. Si je prends dans l'espace sénégalais, les titres d'autorité, c'est le bourg, le damel, le braque, le mad, le teigne, le serine, le laman, le jaraf, etc. Et le seul titre qu'on a pour les femmes, c'est la linguère. Or, la linguère, c'est la mère du roi, la sœur du roi. C'est une personnalité autour du souverain, mais quel que soit le pouvoir qu'elle exerce, elle n'est pas, comme on le dit en Wolof, comme les femmes n'y sont pas, ce sont les hommes qui y sont. Alors, ça veut dire là où le couvre-chef de l'autorité se trouve, ce sont les hommes qui y sont. Alors, si j'ai insisté sur la maternité, c'est que cette maternité est un élément de référence qui porte une sorte de sacralisation du corps des femmes, et moi je dirais plus spécifiquement du ventre des femmes. Alors, qu'est-ce qu'a fait l'État colonial? L'État colonial, avec ses principes et ses lois, a déréglé partout en Afrique l'institution de la matrilinéarité et ses structures, et ce, à plusieurs niveaux, tout en gardant la maternité comme valeur centrale de la famille et de la société, conforme à son idéologie généralement chrétienne. Dans l'histoire générale de l'Afrique, le professeur Albert Bowen, qui est le directeur du volume 7 de cette histoire générale sur la colonisation, montrait bien l'impact négatif que la colonisation avait eu sur les femmes, parce que la colonisation a exclu les femmes de la plupart des activités introduites ou intensifiées par le colonialisme. Je résume ce qu'il dit. Et le monde colonial, dit-il, est en fait un monde d'hommes où les femmes n'étaient pas encouragées à jouer un rôle important. Fin de citation. Donc l'éducation et la formation des femmes à l'époque coloniale, plus tardive que celle des hommes, l'éducation et cette formation ont surtout suivi à renforcer la responsabilité d'épouses de mères, comme le souligne Pascal Barthélémy dans sa thèse sur les premières diplômées de l'Afrique occidentale française. Et quant au corps de l'africaine des colonies, on peut se référer à une autre thèse plus récente, publiée par Delphine Peretti-Curtis à l'Université d'Aix-Marseille en 2014 sous le titre « Corps noirs et médecins blancs, entre races, sexe et genre, savoirs et représentations du corps des Africaines dans les sciences médicales françaises, 1780-1950 ». Dans cette thèse, que je résume, de manière lapidaire, mais je suis obligée de la résumer, la thèse développe entre autres idées la prégnance des préjugés raciaux et sexuels qui font de ce corps féminin noir un corps dominé et soumis à un corps de féminité imaginé, donc construit par des systèmes coloniaux. Ce modèle est, bien sûr, une sexualité hétérosexuelle, reproductive et monogame. L'homosexualité et la monogamie sont des valeurs coloniales primordiales. Les femmes sont reléguées à la sphère domestique structurée par le clivage privé-public et par le contrôle de l'espace public par le politique. L'américaine Barbara Rogers ne parlait-elle pas de domestication des femmes et Jessica Hall, l'ougandaise, de trop à la domesticité. Et ce, pas seulement en direction des Africaines, mais je pense que beaucoup de femmes dans le monde pourraient se reconnaître dans ces deux qualifications. La législation coloniale, notamment le Code de la famille, a donc renforcé cette domesticité et donné aux hommes l'autorité maritale, donc masculine, exclusive sur la femme et les enfants. Les Africaines ont reçu en priorité des programmes de santé maternelle et infantile très répandus dans toutes les colonies et destinés aux femmes mariées, principalement. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe avec l'État ouest-africain indépendant contemporain? Là, la culture, la religion et le politique s'allient pour contrôler le corps de la femme. Donc, à cette question, mon corps m'appartient-il ou ne devrait-il pas m'appartenir? On ne peut que répondre, il n'appartient pas à la femme.
le corps féminin est balisé. Il est marqué par des normes socioculturelles et religieuses, politiques et juridiques, constituées d'un mélange complexe de valeurs mutantes africaines. C'est vrai, les valeurs africaines, elles bougent, il faut le répéter, elles ne sont pas ancestrales. Mélange complexe de modèles occidentaux hérités de la colonisation et de sa modernité contestée et des retombées de la mondialisation. Mélange complexe des conventions internationales que les États africains ont, dans leur grande majorité, adoptées et ratifiées sans toujours les appliquer. Mélange de principes religieux provenant des religions locales, dont il reste divers cultes et rites, de l'islam, du christianisme, d'autres églises africaines, de cultes évangéliques, et j'en passe. Et enfin, mélange complexe d'influences diverses, singulièrement les médias et les réseaux sociaux du vaste monde. Alors, au niveau de la sexualité et de la fécondité, l'État indépendant africain a quasiment reconduit les systèmes coloniaux en matière de gestion et de contrôle du corps des femmes. Une critique féministe des sexualités et des identités dévoile combien, et je cite, les discours, les normes et les pratiques de l'hétérosexualité, centralement ancrées dans l'autorité masculine, émergent ou se sont durcis pour devenir la base centrale de la définition de la personne, du genre et de la sexualité. Fin de citation de Salo et Ola, deux féministes sud-africaines qui travaillent sur les problèmes de sexualité. Après avoir interdit la contraception, l'État africain en a contrôlé l'utilisation en rendant obligatoire l'autorisation du mari pour qu'elle soit délivrée à l'épouse. Il a également interdit l'avortement, là où l'islam, au fond, en donnait l'accès à la femme en danger de mort. L'avortement, on le verra tout à l'heure, est toujours en négociation dans la majorité des pays, et notamment au Sénégal. Donc, la santé sexuelle et reproductive des femmes n'a jamais eu autant besoin de s'analyser, non seulement en termes de santé, mais elle a aussi besoin d'être discutée en termes de droits, en raison des discriminations qui l'affectent. Les revendications et les luttes qu'ont portées les femmes en Afrique, comme dans le reste du monde, ont conduit la majorité de leurs États à adopter une série de conventions internationales en faveur des femmes, dont la plateforme de Beijing de 1995 et le protocole additif des droits des femmes à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples 2003 sont des éléments clés. Ces conventions ont permis d'ouvrir des débats sur des questions jugées taboues en société et ont permis de gagner quelques acquis en matière de droit et de politique. Je donne juste 2 ou 3 exemples sénégalais, où par exemple le plan stratégique de santé sexuelle et de la reproduction des adolescents et des jeunes au Sénégal, qui assure l'accès de tous aux droits de santé sexuelle et reproductive, au fond, ne fait jamais référence aux droits sexuels reproductifs des individus, et particulièrement des femmes et aux libertés qu'ils induisent. Or, l'une des discriminations dont souffrent le plus les femmes et les filles, c'est le contrôle exercé par les familles et la société globale sur leur santé sexuelle et reproductive. Je ne peux pas m'empêcher de citer une ou deux exemples que donne l'enquête extrêmement intéressante produite par le ministère sénégalais de la Santé et de l'Action sociale sur la sexualité des jeunes dans le cadre du plan stratégique de santé sexuelle et de reproduction. L'enquête souligne que, je cite, les motifs de l'acte sexuel rapportés par les jeunes sont la curiosité, l'expérimentation, la satisfaction d'un besoin, la recherche du plaisir, le mimétisme, l'influence des parents ou des camarades, la preuve de virilité, la pauvreté, le fait de faire plaisir, etc. Et le rapport rajoute, certains jeunes considèrent que ceux qui ont des rapports sexuels en dehors des liens du mariage font preuve d'inconscience, de libertinage et de manque de maîtrise de soi. Ils sont conscients de l'importance de promouvoir des valeurs traditionnelles en matière de sexualité
tels que le maintien de la virginité de la jeune fille, la fidélité et l'abstinence. Il considère que c'est une option valable quand, entre guillemets, on le peut. Pour certains, il s'agit d'une bonne chose, d'autant plus qu'elle est recommandée par la religion et permet à la fille d'être respectée. Ces déclarations datent de 2014. Donc, c'est la jeunesse d'aujourd'hui. Il aurait été intéressant de mentionner le sexe de ces jeunes qui donnent leur opinion sur les valeurs traditionnelles en matière de sexualité. Par exemple, le maintien de la virginité est-il une valeur chez les filles et les garçons? Cette valeur est-elle la même pour les filles et pour les garçons? Et que signifierait-elle aujourd'hui, même si ces réponses datent de 2014? Donner l'égalité des rapports entre les sexes se lit dans les hiérarchisations de sexe et d'âge au sein des structures familiales au nom de valeurs qui déterminent les positions sociales et les activités féminines et organisent le contrôle de secteurs aussi variés que la vie sexuelle, l'âge au mariage, le choix de la fécondité, la prise de la contraception, la liberté de mouvement et de prise de décision, etc. L'État, par exemple, a longtemps exigé l'autorisation ou la garantie du père ou du mari pour détenir des papiers d'identité officiels dont le passeport, pour obtenir un visa de sortie du territoire exigé jusqu'en 1980, accepter un emploi. Le mari pouvait, dans le code de la famille, s'opposer à l'emploi de sa famille, et ce, jusqu'à ce que le ministère de la Femme fasse supprimer ces dispositions en 1984 dans le cadre d'une réforme globale. De la même manière, poser un acte juridique pour les enfants exige toujours l'autorisation de l'homme qui est toujours, dans le code de la famille, le chef de cette famille. Donc, toutes ces dispositions, ils ont ces interdits qui figuraient dans le code sénégalais de la famille de 1972, amendé en 1984, leur interdiction a permis une meilleure jouissance de la liberté des femmes. Pourtant, ces interdits continuent. La prise de la contraception a, par exemple, exigé la permission légale du mari et, j'allais dire pire, mais c'est mon opinion, celle morale des leaders religieux dont l'USAID et le FNUAP ont fait des leaders d'opinion de leur campagne relative à la sexualité et à la fécondité des femmes. Pourriez-vous imaginer un seul instant que le gouvernement français ou tout autre gouvernement de ces pays donateurs demande à l'Église de France ou à leur Église de trouver des dispositions religieuses qui devraient permettre à leurs fidèles d'utiliser le condom pour se protéger des maladies sexuellement transmissibles ou pour la contraception et leur demander d'animer des campagnes d'utilisation. Ça, c'est arrivé dans la majeure partie des pays où des campagnes ont été financées, notamment au moment du VIH, au moment de la contraception et au moment du VIH. Quant à l'avortement, il n'est autorisé ni pour le viol, ni pour l'inceste, et encore moins pour convenance personnelle. Il ne peut être pratiqué sur avis médical qu'en cas de danger de la santé de la mère. Or, la pratique clandestine de l'avortement est malgré tout très répandue avec des résultats catastrophiques que l'on sait en termes de mortalité ou bien en termes de destruction de l'appareil reproductif de très nombreuses femmes. Les campagnes qui ont été menées par des associations de la société civile au Sénégal, par exemple, telles que l'Association des juristes sénégalaises ou l'Association des femmes médecins ou le réseau Sigil, avancent l'article 14 du protocole de Maputo, dont j'ai parlé tout à l'heure, dont l'objectif est, je cite, l'autorisation de l'avortement en cas de viol, d'inceste et quand la situation de la mère, la santé de la mère est menacée. Bon, il y a eu quelques mouvements qui luttent pour cette dépénalisation, qui ont permis en fait que les politiques créent une task force qui, comme le souligne Mariam Ndiaye, qui travaille également sur les questions,
de temporiser, je la cite, pour dire à la société, on travaille sur une société consensuelle. Mais cette autorisation, si elle était, appliquée, au fond, impliquerait l'autorisation de 3 personnes, médecins et magistrats. Une ancienne magistrate avance le souci d'humanisme envers les femmes, alors que l'argument fondamental est la maîtrise de la sexualité et la fécondité qui continue à choquer. Mais c'est cet argument qui, à mon avis, est raisonnable. Mais le désir d'enfant existe bel et bien, et là je vois que l'heure passe, et les Africaines le mettent au devant de leur priorité existentielle. Ça, c'est évident, il faut le souligner. Mais la maternité, et c'est là que c'est important, est aussi un conditionnement, une obligation de nature à la fois sociale et religieuse, car on attend des femmes qu'elles assurent cette fonction dite naturelle. Une femme sera culpabilisée de ne pas contribuer à la fabrication de cette dépendance nombreuse, descendance dont les hommes doivent disposer pour assurer leur masculinité et asseoir leur pouvoir social. Ce principe masculin passe par le corps des femmes, dont la sexualité et la fécondité sont contrôlées par des règles sociales définies dans chaque groupe: virginité, excision, surveillance plus étroite des filles, dot requises et négociées, mariage pas avec n'importe qui pour la famille, car elle implique des liens de parenté, soumission au désir du conjoint, on appelle ça devoir conjugal ailleurs, capacité de fécondité, gestion de la fertilité, veuvage obligatoire pour les femmes dont la durée et les rituels sont contraignants, coupe de cheveux, habillement spécifique, interdiction de regarder dans le miroir, réclusion, absence de sexuelle, pratique, etc., etc. Donc, toutes ces contraintes sont bien réelles qui font qu'effectivement, le corps des femmes leur appartient. Mais ce que l'on signifie, ce que l'on entend par surfécondité des femmes, au fond, soulève plusieurs questions qui me semblent importantes d'adresser ici, au moins une à deux. Je n'évoquerai pas le tollé qu'avait proposé en Afrique la déclaration du président Emmanuel Macron, qui, en juillet 2017, à une conférence de presse en marge du sommet des G20 à Hambourg, disait, je cite, « Quand des pays ont encore 7 à 8 enfants par femme, vous pouvez décider d'y dépenser des milliards d'euros, vous ne stabiliserez rien. » Bon, je ne vérifierai pas l'exactitude des chiffres du président Macron, mais il est généralement établi qu'en 2050, 25% de la population mondiale sera africaine. Bon, je ne retiendrai pas non plus la crainte du grand remplacement, entre guillemets, du monde occidental blanc par la population africaine noire et son immigration que nourrit cette surfécondité, surtout en ce début de campagne électorale en France. Je constaterai juste que cette crainte du grand remplacement remue ou met à ciel ouvert les questions du racisme que le woke, ce fameux woke importé des États-Unis, n'a pas provoqué, je vous l'assure. Mais ça, c'est une autre question. Mais ma grande préoccupation, c'est la réaction africaine qui a été virulente contre l'accusation de surpopulation de la part aussi bien des hommes que des femmes. La dite explosion démographique est tournée en richesse. Fanoui Sarr, le brillant économiste sénégalais, auteur de Afrotopia et auteur avec Bénédicte Savoy du fameux rapport Restituer le patrimoine africain, qui a invité à penser l'Afrique sur la base de ce qu'elle représente réellement, exhortait les gouvernements africains à investir dans l'éducation. Je cite, « C'est la priorité fondamentale vu la pyramide des âges, la démographie et la structure de la population. Il faut investir dans cette grande vitalité, ce réservoir d'intelligence que sont les êtres humains. » Fin de citation. C'est la même chose pour le directeur régional du FNUAP, qui s'extasiait sur cette démographie, qui disait que c'est un potentiel colossal de croissance économique. Je n'ai jamais entendu, à aucun moment, en réponse à Macron, une approche de la production du dividende démographique faisant référence aux productrices de ce dividende, les femmes. C'est après tout dans leur utérus que se réalise ce dividende avec tous les risques encourus pour leur santé
mortalité maternelle encore élevée, et leurs aspirations et ambitions multiples au-delà de la maternité, ambitions professionnelles, économiques, politiques, et j'en passe. La crise du sida a été dramatique il y a quelques années, au vu du nombre d'études produites par la recherche, notamment sénégalaise, sur le malaise des femmes à négocier les rapports avec leurs partenaires sexuels. Il ne s'agissait pas tant de la recherche du plaisir. Il existe dans toutes les sociétés africaines une panoplie d'outils et de jeux érotiques. Il s'agissait plutôt de revendications de protection, safe sex, pour éviter les diverses contaminations englobées dans le cycle MSC. C'était une demande difficile pour la personne ou l'épouse, que le conjoint ou partenaire soit monogame, polygame, immigré ou juste malade. La maîtrise de la sexualité et de la fécondité, la contraception, le choix du nombre d'enfants, est une aspiration dont les enjeux sont au cœur des débats autour de la citoyenneté, de la culture et d'une plus grande justice entre les sexes. Les associations féminines et féministes ont malgré tout forcé l'opinion africaine à discuter de ces questions sensibles, également en termes d'individualité, de liberté, de responsabilité et de droit. Et c'est ça tout le formidable élan des nouvelles générations qui changent le monde africain. Bon, il est évident que ces perspectives sont difficiles parce qu'on a le regain du conformisme social, du conservatisme religieux des sociétés, qui ont proposé par exemple la virginité des filles et l'assistance sexuelle dans les premiers étatiques comme moyen de prévention contre le VIH-Sida, au même titre que l'utilisation des préservatifs. Même les gouvernements américains ont pratiqué cette politique de gag rule, que je n'ai pas d'anticiper ici, mais qui ont soutenu ces conformismes, autant que le Vatican et plusieurs États islamiques qui ont émis des réserves aux conventions internationales qui favoriseraient une plus grande liberté sexuelle des femmes. Et les réponses des États face aux recommandations, par exemple, du protocole de Maputo, sont toujours mitigées face à des requêtes aussi sensibles. Je vais terminer, mais je ne pourrais pas le faire avant de toucher très brièvement cette question combien difficile de l'homosexualité en Afrique, qui existe pourtant partout, dans tous les pays, dans toutes les cultures. Elle crève l'actualité africaine, elle crève l'actualité dans le monde. Elle est criminalisée dans la majorité de nos États. L'Afrique du Sud est le premier État au monde à avoir fait de l'orientation sexuelle un droit constitutionnel en 1992. Elle a maintenu cette disposition malgré toutes les difficultés et le backlash si apparent du gouvernement suivant, notamment celui de Jacob Zuma, président de 2009 à 2018. Tout le souci des militantes africaines qui dénoncent, et je cite, les dirigeants de l'État africain et de la société civile ont souvent évoqué la notion de culture, à la fois pour défendre l'emprise hégémonique des relations de genre hétéronormatives, ancrées dans toutes les notions dominantes de masculinité, et pour faire taire toute revendication naissante de celles et ceux qui s'identifient comme homosexuels, bisexuels ou transgenres, même si, par exemple, le travestissement a une longue histoire dans certaines régions d'Afrique. Et là, je fin de citation, et là, je cite ces deux chercheuses, Salo et Kola d'Afrique du Sud. Le débat est entaché d'une homophobie virulente dans toutes les régions où l'homosexualité masculine, et je précise cette discrimination sexiste, n'a jamais été acceptée, mais est relativement tolérée. Le Gordigan, en femme, n'a jamais été mis à l'écart. Il a même été au centre de nombreuses cérémonies sociales. Mais la colère, voire la haine face à la question LGBT est plus que problématique, comme en attestent les diverses positions récentes des autorités politiques et religieuses, de l'opinion publique et de la presse africaine. Le temps ne me permet pas ici, hélas, de discuter de la remise en question au Sénégal du prix Goncourt 2021 attribué à Mohamed Bougar Sarr, un jeune Sénégalais de 31 ans, plein de génie, pour avoir écrit, avant ce prix, un roman autour de l'homosexuel.
Alors, en guise de conclusion, j'accepterai avec Patricia McFadden, qui est une sociologue féministe du Swaziland, Swatini comme on dit maintenant, j'accepterai avec elle qu'il nous faut sortir de ce qu'elle appelle zone de confort social et sexuel, pleine de conformité, pour ne pas dire de conservatisme, qu'offre la culture et la religion. Il faut pour cela la repenser, trouver l'audace et le courage de faire face à la crise des sexualités. Elle conclut, et je le fais avec elle, c'est à une crise, je la cite, c'est à une crise que nous faisons face au regard des prescriptions religieuses et culturelles autour de la sexualité et de la fécondité, des revendications des femmes autour des droits reproductifs et sexuels. Il faut avoir l'audace et le courage de questionner les tabous profondément problématiques et souvent inqualifiables qui ont pesé sur la santé et la sexualité des Africaines de tout âge et de toute classe sociale. Le conformisme culturel qui affecte le corps des femmes protège le privilège sexuel masculin sous le couvert de l'authenticité africaine. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, professeur Fatou Sow, pour cette brillante intervention. Donc, j'ai regardé un peu les commentaires, beaucoup d'appréciation. Peut-être que là, vu que nous avons juste 15 minutes pour les discussions, a priori, nous pouvons ouvrir la séance de questions-réponses. Donc, nous avions fixé que les questions seraient posées sur le chat et on vous les transmettrait. Donc, pour le moment, j'en ai reçu 2 grandes. Je vais les poser. En attendant, j'inviterai les autres participants à mettre sur le chat les questions qu'ils souhaiteraient poser. Alors, j'ai une première question de Maham qui aimerait que vous reveniez sur le patriarcat de Cheikh Anta Diop. Elle se pose concrètement la question de savoir si on peut utiliser le matriarcat comme élément de valorisation de la femme sans pour autant tomber dans une idéalisation de ce système. Alors, comment vous voulez qu'on procède? Est-ce que je vous laisse répondre à celle-ci et je mets l'autre ou je ne vous entends pas? Allô? Non, je vais répondre à celle-ci parce qu'elle est importante. D'accord. Je crois que ce que l'on doit à... Excusez-moi, mon ordinateur va s'éteindre parce que je suis désolée, hein, j'avais oublié de mettre en charge mon ordinateur. Voilà, ce que je veux dire, c'est que le mérite de Cheikh Anta Diop, et c'est extrêmement important, c'est d'avoir montré que les sociétés africaines sont à base matriarcale. Alors, on peut discuter sur la notion de matriarcat, mais c'est extrêmement important parce qu'on se rend compte que l'Afrique subsaharienne, pour ne parler que celle-là, mais certainement plusieurs parties d'Afrique du Nord, notamment le monde berbère, pas le monde arabe, mais le monde berbère, a ce système dans lequel on a un lignage maternel et un lignage paternel, et je dirais en Wolof ce qu'on appelle Negundei et Negubay. Donc, on a ces deux lignées qui se côtoient, mais qui, toutes les fois qu'elles se recoupent, voient la domination de l'autorité masculine. Et c'est important parce que dans la dévolution du pouvoir politique, pas dans tous les États d'Afrique subsaharienne, mais dans un grand nombre d'Afrique subsaharienne, on ne devient souverain que lorsqu'on appartient à une lignée maternelle définie. C'est de ça que parle Cheikh Anta Diop. Et ça, il faut le reconnaître, parce que l'on voit bien, par exemple, lorsque un homme a plusieurs épouses, vous savez bien que on est frères et sœurs d'abord quand on vient de la même lignée utérine, et la lignée paternelle, nous sommes frères et sœurs, mais beaucoup plus de sang. Et quand on veut transmettre les valeurs symboliques ou d'autres traits, ça passe par ce lignage utérin. D'où l'importance d'un système dans la structuration du pouvoir, et c'est extrêmement important, c'est ça que Cheikh Anta souligne. Bon. Alors, on peut maintenant avoir une lecture féministe des
des propositions de Cheikh Anta Diop, où moi, par exemple, je reconnais que la lignée maternelle existe et qu'elle est importante, que la lignée paternelle existe et qu'elle est également importante, mais je peux affirmer que le matriarcat a juste permis une certaine matrilinéarité du pouvoir, mais n'a pas donné le pouvoir suprême aux femmes. Et Cheikh Anta dit, dans plusieurs textes, mais dans plusieurs de mes articles, je cite où il dit, bon, on est dans un système, mais qui n'est pas un système de conflit comme on a dans la société occidentale, mais c'est un système de complémentarité où les femmes ne sont pas dominantes, mais acceptent l'accompagnement des hommes. Au fond, je ne suis pas en train de faire une caricature, mais au fond, c'est ça, c'est la critique féministe que je fais à ce que dit Cheikh Anta. J'accepte que la base matriarcale est importante, mais ma conclusion, ce n'est pas que ça a donné du pouvoir aux femmes, comme le fait Ife Amadoume, comme le fait Oyewi Oyoranke, comme le fait Fatkine Kama ou d'autres personnes que je n'ai pas le temps de citer ici. Je pense que ma critique féministe, c'est de montrer que les rapports d'inégalité, ils existent quand même, malgré le fait que la base utérine est importante dans la hiérarchisation sociale. C'est la vraie réponse que je peux donner, parce qu'il n'y a pas beaucoup de temps. Merci beaucoup pour cette réponse très précise. Alors, j'ai une question de Madame Amandine Yao qui se pose, qui voudrait parler de la communication sur le corps des femmes. Le corps des femmes est utilisé en tant qu'outil dans les supports visuels, notamment dans les publicités. Elle aimerait bien avoir votre regard sur cette situation et elle se pose la question de savoir dans quelle mesure l'engagement militant croissant des femmes et leur leadership va pouvoir agir de manière positive sur cette situation. L'utilisation des corps des femmes dans la publicité, elle est mondiale. On voit dans le monde occidental des femmes à moitié nues pour montrer pour définir une marque de voiture. On voit des femmes autour du beurre, du fromage, de la bouillie de mil ou autre. On voit des femmes qui pilent. C'est-à-dire on a une féminisation, on a une manipulation des corps des femmes pour un certain nombre de productions publicitaires. Mais on le voit également dans les films, alors si je parle seulement de l'Afrique, dans les premières séries que nous avons eues théâtrales, où les femmes étaient finalement présentées comme des idiotes, juste capables de parler, de crier fort et d'être indisciplinées. Il y a une caricature absolument terrible du corps des femmes. Or, ce que nous avons aujourd'hui, c'est qu'on est en train, de certaine manière, d'inverser l'image avec, je pense, des nouvelles séries produites sur les télévisions africaines, avec notamment des femmes comme productrices de scénarios et de téléfilms. Et je vois toutes les réactions que les associations religieuses, il y en a une que je ne veux pas citer parce que je vais lui faire de la publicité, qui passe son temps à appeler le Haut Conseil de l'audiovisuel pour condamner ces films où on montre les femmes dans une position forte, où les femmes peuvent être aussi intrigantes, et aussi fortes et aussi dominatrices vis-à-vis des femmes. Mais je crois que c'est à nous. Je crois que c'est à nous de travailler sur ces images par nos propres discussions, nos revendications, nos comportements. Vous savez, par exemple, je vous donne un dernier exemple. On a eu, quand le téléphone mobile a commencé au Sénégal et quand il s'est vraiment développé, quand il y avait des affiches, de grands posters dans la rue, les hommes étaient toujours en costume cravate et avaient un téléphone derrière un bureau. Donc, ça veut dire que le téléphone est un outil de travail. Et quand c'est des femmes, c'est toujours, j'utilise le mot, des filles qu'on travestissait en minettes et qui racontaient à leurs petites amies où est-ce que nous allons aller. Donc, cet aspect frivole
l'utilisation de téléphone, on l'a vu dans toutes les publicités, aussi bien de l'appareil téléphone qu'Orange et le reste. Donc, je crois que bon, il y a une manière si on veut faire la poussée d'une marque de savon, d'une marque de lait, bon, les femmes sont toujours là, en ménagère, ou mère de famille. Il faut dire que c'est bon manger. Voilà ce que je peux dire. OK. Professeur, donc je vois encore une question de Fatou Hassam, journaliste féministe très brillante qui théorise un peu le féminisme pratique, et je retrouve un peu cette perspective dans la question qu'elle pose. Comment la femme peut-elle reconquérir son corps dans nos sociétés? Je crois que c'est sa volonté. Je crois qu'on a à plusieurs niveaux. On a d'abord au niveau personnel. Et au niveau personnel, et ça quand même, le milieu doit... La volonté personnelle, c'est-à-dire la volonté de réaliser ses propres aspirations. Mais c'est difficile, hein, parce que le conditionnement est pesant. Le conditionnement fait que autant on demande aux hommes d'être libres, d'être responsables, parce qu'elles les pauvres, on leur demande d'être responsables de tout le monde après, autant on demande aux femmes de pouvoir entretenir la famille, mais surtout de trouver quelqu'un qui puisse être responsable de vous, pouvoir être votre mari, etc. Donc, il y a d'abord une volonté personnelle, mais cette volonté personnelle, encore faut-il que votre famille et le milieu social dans lequel vous êtes vous y aident. Moi, j'avoue que dans ma famille, on a toujours poussé les filles et les garçons de la même manière à avancer dans leurs études, dans la performance scolaire et dans la création de leur propre personnalité. Et après, je pense qu'il y a quelque chose d'extrêmement important. Il faut qu'il y ait un système législatif qui protège les droits des femmes. Et pour ça, il faut non seulement se battre, parce que bon, les lois, elles ne suivent que si on s'en sert. C'est-à-dire que si vous ne servez pas des lois, elles restent. Mais toutes les fois que vous avez un problème et que vous pouvez recourir aux lois, ça peut vous permettre d'avancer et de briser plein de tabous. On vient de le faire avec la criminalisation du viol, qui n'est plus un délit, mais un crime. J'espère qu'on va arriver à l'avortement. Mais on a pu faire avec le toilettage profond du Code de la famille du Sénégal. Donc voilà quelques questions, voilà quelques réponses. Je suis obligée d'être brève. Merci beaucoup. Je note une question de Maïmouna qui voudrait savoir ce que vous pensez de l'entrée de Joséphine Baker au Panthéon aujourd'hui même. Oui, elle passait au moment où je commençais à parler. Le corps entrait au Panthéon au moment où je commençais à parler. Moi, je pense que c'est enfin un moment solennel extrêmement important pour elle et pour sa famille. Parce qu'au fond, c'est une reconnaissance. C'est une reconnaissance comme on l'a eu pour les 6 ou 7 autres femmes qui sont au Panthéon, dont Simone Veil, dont je crois que Germaine Deterlin et d'autres femmes, Madame Antonios de Gaulle. Elles méritent le respect de la nation. Et je pense que pour Joséphine Baker, c'est au fond le témoignage d'une reconnaissance à un pays qui l'a accueilli, mais à qui elle a apporté son soutien. Et je pense que c'est une victoire sur le racisme, aussi aux États-Unis qu'en France. Merci, professeur, votre impression sur cette actualité. Alors, je vois encore une autre question intéressante de Benedicta Aloa-Kinou, donc qui parle de cette catégorisation par rapport aux femmes vierges et dignes en même temps, et d'autres femmes vierges qui par déduction donc ne le seraient pas. Et par rapport à ce constat, elle se pose la question de savoir si les luttes féministes arriveront à changer quelque chose dans ces perceptions, ces jugements, et également comment plus globalement libérer la sexualité des femmes. Bon, je crois d'abord que la virginité, elle est basée
elle est balayée par la société et par les femmes dans la société. Aujourd'hui, il est extrêmement difficile pour les mères de s'assurer de la virginité de leur fille et elles-mêmes se sont débrouillées pour ne plus avoir à leur demander. Je pense qu'il faut aller dans les familles très, très, très conservatrices pour que la virginité devienne un élément de référence. Mais la question est importante parce qu'au fond, le mariage, alors que l'âge au mariage diminue, par exemple au Sénégal, l'âge au mariage arrive presque à 20 ans aujourd'hui parce que les filles sont à l'école ou travaillent. Dans beaucoup de villages, on a encore des mariages précoces, justement pour préserver la virginité de ces filles qui ne vont pas à l'école, qu'on garde à la maison, et pour pouvoir les marier, on les marie très, très, très tôt, avant même qu'elles aient leurs règles, pour que cette virginité soit respectée. Mais c'est une question qui est posée, mais autant de fois est morte, hein, le vent balaie. Mais là où ça devient difficile, c'est lorsque le gouvernement américain, avec le GATT, autorise, et avec l'appui des églises, des religieux, des évangélistes américains, dans des pays comme le Kenya ou d'autres pays anglophones où ils sont en poupe, ont pour le sida revendiqué l'abstinence sexuelle et la virginité. Moi, je me souviens au Sénégal, là, dans les premières campagnes de sida, on a eu quelques spots où il y avait un jeune homme qui, conduisait sa voiture, il s'arrête, il y a une prostituée qui arrive, il la regarde et il tourne la tête en disant « Non, le sida ne passera pas par moi ». Donc ça, c'est les hommes. Et puis, quand on pense que... Et quand on voit une jeune fille, on voit une petite jeune fille, toute frêle, toute mignonne, assise sur le balançoire, qui disait « Moi, je me préserve pour ne pas attraper le sida. Ça veut dire que je garde ma virginité. » Ça, c'est un scandale. Mais je pense que la requête de la virginité, au fond, elle est balayée d'elle-même, hein, parce que je crois que les filles elles-mêmes imposent le rejet ou l'abandon. Mais c'est long, donc il faut continuer et il faut surtout en discuter pour en faire une non-question. OK, merci beaucoup. Juste une dernière question, donc très intéressante, je trouve. Alors, je n'ai pas noté le nom, de la personne, mais la question, c'est de savoir quels seraient vos conseils pour qu'un mouvement ou des mouvements transcontinentaux portés par les féministes puissent émerger. Mais il y a des problèmes, mais il y a des mouvements transcontinentaux. Je vois par exemple, en Afrique, il y a des mouvements panafricains. Par exemple, je vous donne un exemple, hein, je vais peut-être prêcher pour la paroisse. Le Forum féministe africain réunit des féministes sur toute l'Afrique. Anglophones, francophones, lusophones, du nord, du sud, de l'est, de l'ouest. Ces mouvements existent. Je pense qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux donnent cette facilité que nous n'avions pas. Oh là là, je crois que la... Nous n'avions pas l'Internet, nous n'avions pas les courriers électroniques pour pouvoir échanger. Aujourd'hui, des réseaux sociaux existent et je pense qu'il y a plusieurs mouvements auxquels j'appartiens qui ont pu se développer, d'abord à cause d'une communauté de point de vue, bien sûr, mais on a pu développer nos activités dans le monde à cause de l'existence du digital. J'ai des amis, hein, Madame Digital est une Guinéenne qui est une de mes amies. Et je pense qu'il y a énormément d'associations qui sont organisées autour du digital, justement. Maïmouna, j'ai vu passer une question sur l'excision. D'accord, je regarde. Oui. Ok, je vois une question de Khaira Cham. C'est bien celle-là qui parle, en fait, qui voudrait savoir comment on peut faire le lien avec l'esclavage de caste des femmes à l'époque anticoloniale et l'injonction à la procréation pour le compte du maître et pour l'augmentation des bras pour l'agriculture.
Alors, est-ce que c'est bien cette question qui porte sur l'excision? Oui, je n'avais pas vu la question Khaira, mais je répondrai bien. Mais il y a une autre question sur l'excision. Ok, je réponds à ces deux questions. Ok, je regarde. Excusez-moi. Ok, voilà, je vois une question de Pendai qui voudrait savoir comment, si on peut avoir votre analyse sur l'excision au Sénégal et dans les pays frontaliers et sur la prise en compte des institutions politiques pour éradiquer ce fléau-là, cette pratique. Voilà, je vais faire deux brèves réponses hein, parce que le temps passe. D'abord, la question sur l'esclavage. Hein. Je ne sais pas si j'ai très bien comprise, mais je pense que aujourd'hui, la question de l'esclavage, posée à l'époque précoloniale, puis posée pendant la traite d'esclavage atlantique, posée dans l'esclavage avec le monde arabe, etc. Bon, sont des questions qui, au fond, réfléchissent notre histoire, mais sont des périodes de notre histoire. Je pense qu'aujourd'hui, on a encore, dans plusieurs de nos sociétés, en Mauritanie, où l'esclavage a été aboli officiellement, mais existe toujours socialement. Et dans des pays comme le Sénégal, le Mali, le Niger, où l'esclavage n'a jamais été reconnu officiellement par la législation. Il n'y a pas de loi anti-esclavage au Sénégal, mais des structures demeurent. Je pense qu'il est extrêmement important que là, la loi et que les associations, la société civile, revendiquent l'abolition de ces pratiques avec l'utilisation de lois et de campagnes d'appropriés. C'est la seule réponse que je peux donner, Khaya. Je n'ai pas vraiment d'éléments, mais je sais que quand on est en contact avec des organisations abolitionnistes en Mauritanie, la question est toujours posée, parce que le maître, au fond, dispose du corps de la femme qui est encore son esclave, malgré le fait que l'esclavage soit banni en Mauritanie, et il y a toujours ce commerce des enfants des esclaves, et on le retrouve quand même officieusement au Niger, parce qu'on a des campagnes qui sont menées, on le retrouve dans certaines parties du Sénégal, certaines parties du Mali, de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique de l'Est. Je n'ai pas de réponse précise à donner, mais c'est le point de vue que je peux donner. Quant à l'excision, je crois que c'est un débat et ça mériterait un autre séminaire. Le Sénégal et une bonne partie des États d'Afrique de l'Ouest pratiquent l'excision. Mais des campagnes ont été menées. Les campagnes ont été menées au nom des pratiques affectant la santé et de la mère et de l'enfant, au nom des pratiques traditionnelles. C'est ça qui a permis de faire entendre un discours auprès de la société, auprès des familles, auprès des autorités sociales, des religieuses. Mais le débat a été âpre parce que l'excision, au fond, dans les régions ouest-africaines musulmanes, aussi bien au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire ou au Sénégal, c'est que l'excision est liée à un principe religieux. L'excision, au fond, comme la circoncision masculine, organise la pureté du corps. Une femme qui n'est pas excisée n'est pas pure, donc ne va pas prier. C'est ce que revendique la communauté Al-Poula et le khalif de la famille omarienne, régulièrement, lui ou les gens de son entourage, régulièrement demandent au gouvernement sénégalais de revenir sur l'abolition des mutilations génitales féminines obtenues en 1999. Donc là, mais on a également au Burkina Faso, où il y a des chrétiens et des musulmans, la question de l'abolition, elle est depuis la fin des années 90, alors qu'au Mali, la question se pose, mais elle n'a jamais été, le débat n'est jamais arrivé au niveau du Parlement. Même le président Alpha Condé, qui est un président, entre guillemets, dit de gauche, n'a pas abordé la question. C'est une question qui est encore posée et qui est extrêmement importante parce que beaucoup de familles qui
qui vivent en France, souvent envoient leur famille au Mali pour que les enfants soient exilés. Comme ça a été le cas ici, on a plusieurs exemples à donner. Mais je pense que l'exemple a été, parce que l'exclusion, c'est au fond le contrôle par excellence du corps de la femme. Parce que le clitoris, au fond, il ne sert qu'au plaisir. Le clitoris est le siège, est un des sièges, parce qu'il y en a plusieurs. Hein. Tout le corps est siège de plaisir, mais le clitoris, il ne sert qu'à ça, il ne sert à rien d'autre. Or, si vous le coupez, vous allez restreindre l'appétit sexuel des femmes, vous allez restreindre le plaisir sexuel, et on a, comme on le fait beaucoup en Europe, besoin de reconstituer ce clitoris pour constituer le sexe originel des femmes. Mais c'est vraiment le contrôle et on ne peut pas poser cette question différemment. Et je pense que je serais prête à venir discuter avec vous si on organise un autre webinaire. Je serais prête à venir débattre de ces questions qui ont été débattues très fortement durant la décennie mondiale des femmes. Et à la conférence de Nairobi, elle a été posée par des associations de manière ouverte, parce que des associations féminines africaines ne voulaient pas le poser, parce qu'on touchait à leur corps. Et puis, dans la plateforme de Beijing, puis dans le protocole de Maputo, l'exclusion est abolie. Merci. Encore une question très croustillante. Vous allez nous accorder quelques minutes, si vous voulez bien. Oui. Alors, Maïmouna voudrait poser la question de savoir si pour une femme sénégalaise, le secret médical existe vraiment. Le secret médical est impératif. Il est impératif, mais il pose des problèmes. Je sais que, alors je vais juste donner un exemple. J'étais dans une organisation qui s'occupait des questions de sida et des politiques à mener de prévention du sida dans les pays du tiers-monde. Et je sais qu'à ce moment-là, la question a été posée, parce que je l'ai posée, en disant, est-ce que le secret médical peut exister lorsqu'un homme, une femme est atteint du sida, prévient ou ne prévient pas son partenaire? Est-ce que le médecin, par exemple, qui soigne quelqu'un du membre de famille polygame, peut prévenir quelqu'un? Parce qu'au fond, si une des épouses ou un homme est atteint de sida, il va contaminer cette femme. On a eu un débat extrêmement important, et finalement la conclusion était que le secret médical est un droit individuel extrêmement important et qu'on ne peut pas jouer avec ce secret, même pour préserver les droits du partenaire ou bien de toute autre personne. Je crois que c'est important. D'accord. On a dû me convaincre. Okay. Je vois ici une question assez globale et très pertinente qui, à mon avis, peut nous permettre d'aller vers la conclusion. Donc, si vous voulez bien, je vais la poser et vous pouvez avoir la parole juste après pour conclure sur votre intervention. Alors, elle est posée par M. Sagne, qui voudrait savoir quelles sont les stratégies pour faire bouger les lignes en ce qui concerne l'égalité des sexes. Mais nous avons plein de stratégies. Nous ne sommes que stratégies. Et cette stratégie, au fond, plus elles avancent, plus le mur du conservatisme se renforce. Je pense qu'on n'a jamais eu autant de conservatisme. Les fondamentalismes culturels et religieux n'ont jamais été aussi importants qu'avec la montée des femmes en puissance, la montée de leur mouvement, la montée de leur prise en parole et leur besoin, leur quête de liberté et de droits assumés. Je crois que les stratégies, elles sont là. Les stratégies, elles sont au niveau individuel, faire soi-même, s'appliquer soi-même à forger son destin avec les moyens qu'on a. Bon, tout le monde n'a pas les moyens d'avoir un destin glorieux, mais on peut au moins
avec l'appui de la famille, de l'État, des institutions, de l'éducation, etc., faire des femmes, que les femmes soient des sujets de droit, mais on doit pouvoir passer en critique toutes nos institutions. Vous savez, l'un des grands problèmes, je pense, mais je vais pas recommencer la deuxième conférence, mais je pense que l'une des grandes questions que nous avons au Sénégal, par exemple, c'est la question religieuse. Beaucoup de femmes se disent, je ne veux pas aller aussi loin à cause de la religion. Et toutes les femmes vous disent, moi, je suis musulmane. Et les hommes vous disent, quand ils veulent vous opprimer, oui, mais c'est le Coran qui me donne ce droit. Quand on demande à un homme de signer monogamie devant le maire, il peut refuser et il dit, mais moi, le Coran me donne droit à 4 femmes. Alors, pourquoi voulez-vous que je signe monogamie? Et les femmes n'ont pas de réponse à ça. Mais elles n'auront de réponse que le jour où le Code de la famille rendra la monogamie obligatoire. Mais est-ce que les femmes sont pour la monogamie? Ça, c'est une autre question. Donc, c'est à nous de faire nos choix. C'est à nous d'essayer nos stratégies. Parce qu'on va on va avancer énormément de... C'est-à-dire, plus nous avançons en progrès, plus on élève devant nous le mur de la culture. Vous savez, si vous n'êtes pas dans la culture africaine, alors vous êtes hors de la culture africaine. Hors de la culture africaine, c'est être aussi d'une mise à mort. Vous n'êtes pas africaine, vous n'êtes pas... Non, la polyandrie n'existe pas. Je suis désolée. Quelqu'un parle... La polyandrie, non, je ne conseille pas aux femmes d'être polyandres parce qu'un mari, ça suffit. Plusieurs maris, c'est également la mort. Non, je vois là, je vois le chat qui monte devant moi et quelqu'un me dit polygamie et puis polyandrie. Non, non, si on supprime la polygamie, il faut également supprimer la polyandrie pour le bien-être des femmes. Un mari, c'est bien, si on peut, si l'on veut, mais plusieurs maris, ça, c'est la mort. Parce que les hommes polygames, c'est extrêmement difficile pour eux de gérer toutes ces sexualités, toutes ces humeurs, toutes ces affections. Donc, je pense que, alors je termine, hein, les stratégies sont là, mais les stratégies font face à un bloc où on vous lance à la figure. Nous avons des valeurs ancestrales de l'Afrique, mais c'est quoi l'ancestralité? Mes amis historiens, comme Alain Bati, disaient, mais où commence l'ancestralité? Bon. Et puis, vous avez toutes les valeurs religieuses. Alors, l'Église catholique dit que la Bible, le Coran disent que, or, ce sont des textes qui sont perçus comme la parole de Dieu, et la parole de Dieu, elle se discute, elle s'interprète principalement par les hommes, et c'est difficile. Donc, je pense que des stratégies, nous en avons, et chacune et chacun à sa manière. Je pense qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux qui peuvent dire plein de choses, un peu n'importe quoi, mais souvent de brillantes idées, sont également des stratégies d'information, de discussion, mais les stratégies dépendent des groupes qui les constituent. Mais notre stratégie première, c'est de combattre le mur d'archaïsme et de conservatisme culturel et religieux du monde. Voilà. Merci beaucoup, docteur Fatou Sow. Je voudrais attirer l'attention du public parce que je vois qu'il y a eu beaucoup de demandes par rapport à un enregistrement. Donc, cette session a été enregistrée par mes collègues de la communication et la conversation pourra être en ligne dans quelques jours. Alors, vous remercier, professeur Fatou Sow, pour cette brillante réflexion qui a suscité beaucoup de questions, beaucoup d'intérêt. Et nous nous réjouissons de pouvoir poursuivre ce dialogue très construit avec vous dans les semaines, les mois à venir. Sur le chat, c'est vrai, nous voyons qu'il y a eu beaucoup de questions sur lesquelles aussi, je pense, vous aimeriez aussi, vous seriez disposé à échanger. J'ai vu que par rapport à l'excision, cela vous dirait bien d'en reparler, j'imagine nous aussi. Voilà, et dans le public. Et personnellement, il y a une question que je n'ai pas pu poser, mais je me dis, on pourra en reparler. J'ai été très interpellée
par ce concept de valeur mutante dont vous avez parlé, au-delà des traditions, au-delà justement de ce qu'on a pu hériter du colonialisme. Qu'est-ce qui se passe actuellement, cet amalgame-là qui crée finalement un cocktail un peu explosif contre les droits des femmes. Et donc, je pense également à cette question liée à l'injonction à la procréation soulevée aussi par Khairekiam. Donc, nous avons vraiment beaucoup de questions en perspective. Et je voudrais par rapport à ça dire que de façon plus globale, Equipop dans les mois à venir va animer plusieurs débats sur les femmes et la santé des femmes en Afrique de l'Ouest. Et donc, ce sera un plaisir pour nous de vous inviter à ces échanges-là. Et donc, de plus en plus, Equipop se positionne sur la facilitation d'échanges entre activistes et chercheurs de différents pays et de différentes disciplines dans le monde. Donc, c'est vraiment très ouvert et nous vous remercions vraiment pour votre précieuse contribution, pour le temps consacré. Merci également à toutes les personnes qui ont participé à cette discussion. Et donc, nous enregistrons également la conversation et je pense que c'est l'opportunité de faire des relances, des contacts pour enrichir les discussions autour de ces questions clés. Merci. Merci beaucoup. Merci.